Bonjour à tous. Je suis très heureux et très honoré d'être en visio avec vous. Je ne vois pas la salle, mais on va faire comme si c'était possible. J'espère que je ne serai pas trahi par la technique. Donc, je vais parler un peu du poids actuel et futur de l'éolien en France et notamment de son impact sur le marché de l'électricité. Alors, je rappelle que la production d'électricité en France, c'est grosso modo 500 TWh. Sur ces 500 TWh, le nucléaire, c'est 67%, c'est monté jusqu'à 75 en France. Aujourd'hui, on est plutôt dans un niveau bas, 67, ça va même baisser encore un peu. Et l'éolien, c'est un peu moins de 8%. Le solaire, c'est entre 2 et 3%. Alors, nous investissons quand même pas mal dans l'éolien, puisqu'on est quand même déjà à 18 000 mégawatts d'éolien installés, essentiellement sur Terre. Il y a des projets en mer, mais pour l'instant, ils ne sont pas opérationnels. Alors, à titre d'ordre de grandeur, eh bien, la puissance installée en nucléaire est un peu plus de 3 fois celle de l'éolien, et la production du nucléaire est plus de 8 fois celle de l'éolien. Donc, ça montre bien que le facteur de charge n'est pas du tout le même. Alors, quels sont un peu les problèmes que pose l'éolien, notamment en France? Eh bien, moi, j'en vois 3. C'est que d'abord, c'est relativement coûteux parce que l'éolien continue à bénéficier soit de prix d'achat garantis, soit d'un complément marché. C'est plutôt un complément marché maintenant et ça coûte relativement cher aux consommateurs. Le deuxième effet, sur lequel je n'ai pas trop le temps d'insister, c'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction, c'est-à-dire que le nucléaire est devenu un peu, je dirais, le backup de l'éolien, c'est-à-dire que le nucléaire en France fait un peu le suivi de charge et il compense intermittence et renouvelables. Normalement, il n'est pas fait pour ça. Il doit fonctionner en base, mais à certains moments, on arrête du nucléaire pour laisser passer de l'éolien ou du solaire. Et le troisième élément important, c'est qu'on ne tient pas compte du coût de stockage, des énergies intermittentes pour le futur. C'est ce qu'on appelle l'écosystème. Alors, on va voir quand même que les choses changent un peu en ce moment parce que dans les projets et les scénarios de RTE, le réseau de transport d'électricité, on introduit cette notion de coût système. Juste un petit rappel, en France, il y a encore des tarifs réglementés pour l'électricité, pour les petits consommateurs. Si vous voulez, pour faire simple, c'est ce qu'on appelle le TRV, tarif réglementé de vente, qui est composé un tiers coût de la fourniture, le kilowattheure, un tiers les réseaux, j'en parle pas, et un tiers les taxes. Et sur le coût de fourniteur, eh bien, 70% environ, c'est le coût du nucléaire. 30%, c'est le complément marché. C'est même un peu plus aujourd'hui parce que le système qui a été mis en place fait qu'on a été obligé d'augmenter la part du complément marché. Et donc, ces derniers mois, le complément marché a coûté très, très cher aux consommateurs français du fait de l'augmentation des prix sur le marché de gros. Alors déjà, je dirais les aides aux renouvelables sont assez conséquentes. Là, vous avez un graphique qui montre la différence entre la France et l'Allemagne. La France est en bas, vous voyez, c'est à peu près 5 milliards d'euros par an je dirais, de complément marché. C'est-à-dire que les éoliennes et le solaire, ça coûte 5 milliards aux consommateurs. C'est beaucoup moins qu'en Allemagne où ça a pu atteindre 33 milliards. Alors cette année, ça va coûter 5 milliards, mais la taxe qui était sur l'électricité a été réduite pour que le consommateur puisse ne pas supporter l'augmentation des prix sur le marché de gros. Mais de toute façon, rassurez-vous, si j'ose dire, le surcoût des renouvelables est financé par celui qui achète de l'essence. Car aujourd'hui, le surcoût des renouvelables est essentiellement financé par une taxe qui est assise sur la consommation d'essence et de gazole. Mais il faut quand même avoir conscience que chaque année, c'est de l'ordre de 5 milliards d'euros pour le consommateur. L'autre élément, c'est ce qu'on appelle l'éviction. J'ai pas mal travaillé sur cet aspect d'éviction. Ici, c'est intéressant d'observer le facteur de charge du nucléaire en qui a tendance à diminuer quand le solaire augmente. Alors, il ne faut pas attribuer ça seulement au solaire ou à l'éolien, parce qu'évidemment, en été, la demande d'électricité est plus faible. En été, on profite, je dirais, de la période pour faire l'entretien des centrales ou le rechargement des centrales nucléaires. Donc, le facteur de charge, de toute façon, aurait baissé. Mais on trouve quand même des corrélations entre l'injection de renouvelables, que ce soit l'éolien ou le solaire, et le facteur de charge du nucléaire. Et j'avais fait une étude qui est parue dans une revue avec un collègue du commissariat à l'énergie atomique. On avait montré que le fait d'être obligé de faire du suivi de charge, c'est-à-dire d'arrêter des centrales nucléaires pour laisser passer des renouvelables, il y a un coût évidemment pour le producteur d'électricité nucléaire, puisque son équipement n'est pas appelé sur le réseau alors qu'il pourrait l'être. Alors ça, c'est intéressant parce que ça montre le fonctionnement du marché. À gauche, vous avez le coût
le coût moyen, ce qu'on appelle le coût moyen actualisé. Alors on voit que le plus faible, c'est l'hydraulique. Ensuite, vous avez le nucléaire, le charbon, le gaz, le photovoltaïque, l'éolien. La structure, évidemment, est très différente. Il y a beaucoup de bleu dans le nucléaire et dans les renouvelables parce que ce sont les coûts en capital qui sont élevés. Et puis, il y a très peu de jaune. Le jaune, ce sont les coûts du combustible. C'est le coût du combustible. Alors, on voit qu'il y a évidemment des coûts importants avec le charbon ou avec le gaz. Donc, mais on n'appelle pas les centrales en fonction du coût moyen. On appelle les centrales en fonction du coût marginal, c'est-à-dire c'est le graphique de droite. On voit évidemment que le coût marginal de l'hydraulique au fil de l'eau, du photovoltaïque et de l'éolien est nul ou quasiment nul. Ensuite, on appelle le nucléaire, puis le charbon, puis le gaz. Et aujourd'hui, l'envolée du prix du gaz explique l'envolée des prix de l'électricité sur le marché de gros. C'est logique parce que sur un marché de concurrence pure et parfaite, les enchères, l'équilibre se fait sur la base d'enchères à prix limite. Donc tout le monde reçoit le prix obtenu par la centrale marginale. Et comme la centrale marginale aujourd'hui en Europe est très largement une centrale à gaz et que le prix du gaz a fortement monté, le prix de l'électricité a suivi. Alors comme la France est interconnectée au reste de l'Europe et que le marché de spot français est relativement étroit, les prix se sont envolés. Ce qui explique que les consommateurs français ont du mal à comprendre que la part du gaz étant modeste dans le mix électrique français, de l'ordre de 8%, même pas, comment se fait-il que le prix de l'électricité suive le prix du gaz? Ça, c'est quelque chose que le français moyen a beaucoup de mal à comprendre. Alors, jusqu'à ces derniers mois, jusqu'à ces dernières années, les prix sur le marché de gros avaient plutôt tendance à baisser. Et ce qui inquiétait tout le monde, c'était justement la chute des prix spot, des prix de gros, en disant que ça ne permet pas de financer les investissements. Bon, les choses viennent de changer à mi-2011. Ça avait commencé fin 2020 d'ailleurs, mi-2021, pardon. On voit que les prix se sont envolés à la fin de 2021 et que, évidemment, c'est encore vrai début 2022. On voit que l'augmentation très forte là, du prix de gros, du prix spot sur le marché français. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû essentiellement à l'envolée du prix du gaz. Hein. C'est en rouge le prix du gaz qui s'est envolé sur tous les marchés européens et même mondiaux. Et l'Europe, je dirais, est un peu la région qui fait l'équilibre sur les marchés internationaux. C'est-à-dire qu'en matière de gaz, on sert d'abord l'Asie et l'Europe prend ce qui reste, si j'ose dire, parce que les méthaniers vont d'abord en Asie, que ce soit au Japon ou surtout en Chine. Alors en bleu, c'est évidemment le prix de gros. Là, j'ai pris le prix allemand. Et puis en bleu foncé, c'est le prix du carbone. Il ne faut pas oublier qu'une des raisons aussi de l'augmentation du prix de l'électricité, c'est l'augmentation très forte de la taxe sur le CO2, hein, puisqu'on dépasse 80 € la tonne de CO2. Alors, les perspectives françaises sont intéressantes parce que RTE, donc le réseau de transport d'électricité, vient de sortir des scénarios. Il y a 6 scénarios. Ça va de tout renouvelable, c'est-à-dire un scénario de sortie complète du nucléaire à l'horizon 2050, jusqu'à un scénario où on aurait 50% de nucléaire. On maintiendrait 50% de nucléaire dans le mix électrique. Alors là, c'est la consommation finale. Alors, elle est exprimée en térawattheures parce que comment on va sortir du pétrole et du gaz et du charbon, la France ne consomme quasiment plus de charbon, eh bien, l'énergie finale ici est comptabilisée en térawattheures. Alors, la première hypothèse, c'est qu'on fait, bien sûr, l'hypothèse que la consommation finale d'énergie en France va fortement chuter. On va la baisser de 40%, ce qui est très optimiste. Hein. Et en revanche, la part de l'électricité va monter. Donc aujourd'hui, c'est plutôt 25% de l'énergie finale. Et en 2050, ce serait 55% de l'énergie finale. Mais comme l'énergie finale a fortement chuté, en valeur absolue, la consommation d'électricité en 2050 serait légèrement supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on fait une hypothèse très très forte, d'une très forte efficacité énergétique dans tous les secteurs, même si les usages électriques se développent. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, la tendance vers laquelle on va suite à la conférence de presse du président de la République, en prenant le scénario optimiste pro-nucléaire, si j'ose dire, de RTE, parce qu'RTE, c'est des scénarios qui sont plutôt pro-renouvelables. Enfin, il y a quand même un scénario avec du nucléaire. Si je prends le scénario le plus favorable au nucléaire de RTE, le nucléaire représentant à peu près 50% de la consommation d'électricité à l'horizon 2050, d'après les prévisions qui ont été annoncées par le président de la République, on aurait 100 gigawatts installés de solaire, 77 gigawatts
d'éolien, dont 40 gigawatts offshore. On va faire 50 parcs éoliens en mer et 35 onshore. Le nucléaire historique n'aurait plus que 24 gigawatts disponibles en 2050, mais il serait quasiment, je dirais, en fin de course. Je signale qu'il y a 61 gigawatts installés aujourd'hui et on construirait 14 EPR et puis quelques SMR, des petits réacteurs, et on aurait 27 gigawatts de nucléaire. Je signale que c'est un scénario optimiste pour le nucléaire. Si vous prenez le scénario sorti du nucléaire tout renouvelable, ça veut dire que la France construirait 208 gigawatts de solaire, 136 gigawatts d'éolien. Bon, vous voyez tout de suite, aujourd'hui en France, vous avez 61 gigawatts de nucléaire. Le parc total français disponible, c'est 130 gigawatts. Donc, ça veut dire qu'on va passer de 130 à quasiment 400 gigawatts, 208 de solaire, 136 gigawatts d'éolien, et puis il faut y ajouter l'hydraulique et puis éventuellement du biogaz. Donc, ça veut dire beaucoup de construction. C'est évidemment très, très optimiste. Et RTE, d'ailleurs, considère que le scénario sorti du nucléaire n'est pas réaliste. Hein, et donc, il a été étudié, mais ce n'est pas le scénario qui a ses préférences. Alors, en fait, un des reproches qu'on fait souvent aux renouvelables, c'est pour ça que c'est un sujet sur lequel moi j'ai un peu travaillé, c'est la nécessité d'introduire ce qu'on appelle l'écosystème, c'est-à-dire une forme d'externalité, si on veut. On introduit le coût du CO2 quand on prend une centrale thermique. Hein, on comptabilise avec le coût des centrales du kilowattheure thermique, fioul, gaz ou charbon, on comptabilise le prix du CO2. Eh bien, pour les intermittents, il serait logique de comptabiliser ce qu'on appelle l'écosystème, c'est-à-dire le fait qu'il faut du backup, ou alors il faut tenir compte du stockage et des stockages d'électricité pour pouvoir éventuellement faire face à l'intermittence. Et ça, en général, on n'en tient pas compte. Je dis en général parce qu'il se trouve que RTE, pour la première fois, a essayé d'en tenir compte et je vais y venir. Alors, d'abord, il faut observer qu'on dit que les renouvelables, on peut y faire face grâce à la méthanation, donc on va faire appel à l'hydrogène, on va faire l'électrolyse de l'eau, puis après on y ajoutera du CO2, on aura du méthane et puis on reproduira de l'électricité. Bon, aujourd'hui, il faut quand même être réaliste, le power to gas to power, son rendement est relativement faible. Vous avez l'expérience sur un chiffre ici, c'est un tiers, hein, c'est 33%. Donc on en perd quand même beaucoup en route. Alors on peut toujours espérer qu'avec les nouveaux électrolyseurs performants, on pourra améliorer les rendements, mais il y a un seuil qu'on ne pourra pas dépasser, pour des raisons, je dirais, quasiment physiques. Alors, je disais, les scénarios de RTE sont intéressants parce que vous avez ici 4 des 6 scénarios de RTE. À gauche, c'est un scénario très, très pro-renouvelable. Vous voyez, il y a très peu de jaune. En bas, le jaune du bâtonnet de gauche, c'est un petit peu de nucléaire. Enfin, c'est vraiment epsilon. Ensuite, vous avez à droite le scénario le plus favorable au nucléaire. Alors, ça se voit parce que dans le bâtonnet de droite, N03, le jaune, c'est le nucléaire. Ce que montre RTE, c'est que le coût annuel des différents scénarios, quand on va de beaucoup de renouvelables à un peu de nucléaire, ou au moins 50% de nucléaire, eh bien, le coût pour la collectivité, le coût pour, je dirais, le système électrique, eh bien, il va en décroissant. C'est-à-dire que si on fait beaucoup de renouvelables, ça coûte plus cher. C'est des milliards d'euros par an. Vous voyez, on est à plus de 70. Dans un cas, on est à un petit peu plus de 60 dans l'autre. Alors, pourquoi? La différence, c'est dans le bâtonnet, ce qui est en rouge. Ce qui est en rouge, c'est ce qu'on appelle le coût de la flexibilité. Alors ça, c'est intéressant parce que pour la première fois, RTE a introduit ce coût de flexibilité. Le coût de flexibilité, au fond, c'est l'idée que la différence entre les centrales pilotables et les centrales non pilotables, c'est que les non pilotables, eh bien, elles engendrent un coût pour le système. Alors, elles ne participent pas, je dirais, au maintien de la fréquence. D'ailleurs, il faut observer que le nucléaire français participe beaucoup au maintien de la fréquence du système européen. Et donc, si vous tenez compte de ces coûts système, ça renchérit évidemment l'option renouvelable. Donc, c'est intéressant d'observer que RTE l'a quand même pris en compte. Alors, en conclusion, je dirais plusieurs choses. La première, c'est que la priorité aujourd'hui doit quand même être donnée aux centrales qui sont pilotables et décarbonées.
Je pense que il faut des centrales pilotables pour maintenir la fréquence du réseau et parce que de toute façon, l'intermittence ne peut pas être contournée sauf avec des centrales à gaz. Donc je pense que ceux qui aujourd'hui abandonnent le nucléaire au profit seulement des renouvelables en disant on va en même temps stocker, déstocker et puis on atteindra la neutralité carbone, je pense qu'ils n'atteindront pas la neutralité carbone parce qu'ils seront obligés de faire du gaz. Alors il faut réduire évidemment les aides qui sont accordées aux renouvelables qui sont relativement importantes, y compris encore en France. Je pense qu'en plus, l'augmentation de la part des renouvelables intermittentes va accroître la volatilité sur les marchés gros. Et puis, je pense aussi, et c'est le dernier point, que comme le fait RTE, il faut comptabiliser le coût de l'intermittence dans les enchères et il faudrait le faire également sur le marché spot, c'est-à-dire puisqu'on introduit dans le merit order sur la base des coûts marginaux, on introduit le coût du carbone pour les énergies qui sont carbonées, il est logique d'introduire le coût de la flexibilité pour les énergies intermittentes. Merci.